Alors, les régimes passés au crible, le vrai faux de l'alimentation, les questions du public, c'est maintenant, c'est pendant 3 quarts d'heure. Je vais demander à Odile Bagot, qui est intervenue ce matin, de nous rejoindre. Odile Bagot, vous êtes gynécologue médicale et obstétrique. À Sandra Ferreira, elle est là, elle reste avec nous, Sandra Ferreira. Je rappelle que vous êtes diététicienne, je ne dirai pas depuis combien de temps. Et que vous êtes aussi chroniqueuse télé et radio. Tout à fait, hein, oui. Où ça C'est 8, hein, mais mon contrat vient de se terminer au mois de juin, donc je voilà, en recherche une recherche autre d'emploi. chaîne. Vous viendrez faire des émissions avec moi. Eh bien, on en parle après. Voilà. Dominique Lannes, gastro-entérologue et hépatologue, qui nous a parlé du NASH, et Sylvie Davidou, qui est docteur en sciences des aliments, directrice scientifique chez SIGA. Elle est où, Sylvie Davidou? Je la vois, elle arrive là-bas. Alors, on a des questions SMS, on a... je vais vous dire aussi une chose. Ceux qui veulent du jus de pomme, vous me le dites. Il reste plus de jus de poire. Je veux bien. Ah bah tiens, vous faites le service. Ok. Sandra, voilà. Ok. J'ai les gagnants. J'ai les gagnants du panier. Voilà, mais je ne vous le dirai pas maintenant. Voilà. C'est pour plus tard. C'est pour les Alors, rester dans la salle. les régimes alimentaires. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a tous un régime alimentaire qui s'explique par la situation géographique, la culture culinaire, la catégorie socio-professionnelle, les habitudes, les goûts, les croyances. Donc en fait, on a tous un régime alimentaire. Les régimes alimentaires, ils changent aussi avec nos changements de vie. Quand on quitte le foyer, quand on devient étudiant, on change de régime alimentaire. C'est le régime Célib, Uber Eats. On peut changer de régime alimentaire au cours d'une grossesse, quand on attend un enfant, quand on est retraité, quand on est ménopausé, quand on a une maladie, on change de régime alimentaire. Quand on souffre d'un cancer, on change souvent de régime alimentaire. Quand on arrête le tabac, mais des fois on compense. Donc quand on suit un régime, ça veut dire qu'on change notre régime alimentaire habituel en fait. C'est ça. On a tous un régime alimentaire, mais quand on suit un régime, on change notre régime. Pour quel objectif on suit un régime et quelles sont les conséquences du régime? Alors on ne suit pas toujours un régime pour perdre du poids. Et quand on suit un régime, parfois il y a des risques de carence. Et pas toujours des bénéfices pour la santé. Quels sont les principaux objectifs des régimes? Ça peut être les convictions. On est végétarien, on est végétalien, on est paléo. Ça peut être les allergies, réelles ou supposées, les sans gluten, les sans lactose. Voilà. Ça peut être pour augmenter ses performances. On est sportif. Regarde, augmenter ses performances. Je vois pas ce qui vous fait rire là sur le truc du sportif. Bon, voilà, ça peut être parce qu'on a des pathologies, cholestérol, diabète, urée, goutte, et puis ça peut être, et c'est souvent le cas pour perdre du poids. Voilà, alors on va passer tous ces régimes au crible. Et puis on va répondre aux questions SMS que j'ai reçues et puis aux questions que j'ai notées pendant vos interventions diverses et variées. Ah, c'est pour la caméra, on enlève le panneau. Alors, les régimes. D'abord, les régimes qui correspondent à une conviction. Végétarien, végétalien, flexitarien, pas flexitalien. C'est flexitarien et végétalien en fait. Ça voilà, c'est ça, j'ai tout mélangé, je suis un peu dyslexique, ça doit être ça. Alors, objectifs, les plus, les moins, qui commence? Allez. Oh non, je viens de parler, je laisse un peu la parole à mes collègues. Allez, vous ne faites pas des politesses, allez, oui, alors, on parle. Allez, moi, Odile. Moi je pars toujours du bon sens. Je crois qu'on connaît un certain nombre de principes de base. C'est vrai, l'alimentation, vous les avez rappelés. Il faut en être conscient, porteur aussi d'une culture alimentaire. Et en fonction de ça, on va orienter son alimentation sur des règles, on va dire, plus hygiéniques et diététiques, mais aussi, c'est vrai, sur des convictions. Et je peux tout à fait partager la conviction, par exemple, écologique. Et ça, pour moi, par exemple, c'est une orientation importante. On a parlé de la viande et j'en reparlerai. On a aussi des convictions, on va dire, plus globales concernant le bien-être animal et ce genre de choses. Je pense que ce soit pour l'alimentation ou pour notre mode de vie, il est important, à un moment, de se poser la question, je fais des choix et en fonction de mes choix, j'agis.
Et ça, c'est vraiment une affaire tout à fait personnelle. Alors, les plus, les moins, c'est dangereux, c'est pas dangereux d'être végétarien. D'abord, on va peut-être rappeler ce que c'est, végétarien. Consomme pas de chair animale. Mhm. Allez-y, je vais vous noter. Non, non, Allez, consomme pas de bon, chair voilà. animale, effectivement. Après, dans le végétarisme, il y a plusieurs niveaux de végétarisme. Donc ça peut être vite compliqué. Certains gardent les œufs, d'autres Alors pas. voilà, peut contenir Il peut y avoir des du produits filet. laitiers, des Tout à œufs et fait. du miel. Le végétalien, lui, il Alors, consomme Que des végétaux. que des végétaux. rien d'origine animale, ça va très très loin. C'est-à-dire, oui, effectivement, même pas le miel. La conviction du végétalisme va même vraiment, vraiment plus loin, ce qu'on appelle les véganes. C'est hein, les et véganes. voilà, pas de, voilà, effectivement, le nom qu'on entend plus, les véganes. Alors, Pas même de vêtements qui viennent de l'animal. on ne va pas porter de jugement parce qu'ici, on n'est pas pour Ah, porter bien sûr. des Non, non. jugements, mais c'est un entretien médico-sanguin, il y a le mot médical. Donc au niveau médical, à quoi il faut faire attention? Alors, juste Oui. au point de vue médical, en tant que gynécologue, il faut faire attention aux régimes qui vont remplacer toutes les protéines animales par des protéines à base de soja. Hein, parce que le soja est un phytoœstrogène et on sait qu'on a des conséquences pour la santé. Donc là, on va se retrouver avec un problème de perturbation endocrinienne, entre autres. Pour le foie, Alors, pour le foie et la santé en général, parlez bien dans le micro. il faut Rapprochez faire le attention micro. à ce que le régime ne soit pas trop restrictif quand même, en quantité, en qualité. On peut observer des carences. Ah, il faut faire attention au régime qui serait trop restrictif, hein, qui pourrait entraîner quand même des carences, soit en vitamines, soit des régimes hyperprotéinés où on se rend compte qu'il n'y a plus du tout de fibres et ça entraîne des troubles du transit, constipation, etc. Donc moi, j'ai rien contre les régimes s'ils ne portent pas atteinte à la santé et qu'ils ne sont pas trop restrictifs. Alors, on continue dans les modes de vie. Et là, il y a le mode de vie. Allez-y, Je allez-y. peux vous couper bien juste sur sûr. quelque chose d'essentiel à mon sens, et vous me direz si vous êtes d'accord, chers collègues. Attention à la carence en vitamine B12 dans le cas du végétalisme, pardon, les véganes, qui est une vitamine qui n'est que dans les protéines animales. Donc, en général, il faut supplémenter si vous êtes végétalien. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. À voir avec votre médecin. On continue dans les convictions mode de vie. Le paléo. Qu'est-ce que c'est le paléo? Ah, j'ai fait une expérience il y a très longtemps. Ouais. Voilà, c'était On un reprend une alimentation ancestrale, type Absolument. chasseur-cueilleur, uniquement des aliments ancestraux, pas de céréales, pas de caféine et pas d'alcool. Oui, alors c'est une expérience lors d'un congrès il y a très longtemps, il y a 30 ans, de médecins homéopathes, et on avait un buffet paléo. Bah, en fait, ça se rapproche beaucoup du cru. En fait, hein, c'est du cru, et avec, je dirais, des aliments, des fruits anciens, ce genre de choses. C'est très amusant, mais c'est compliqué au quotidien, parce que dans une famille, par exemple, expérience aussi, j'ai un mari assez original, qui est très intéressé par ce genre de choses, il avait décidé de se mettre au cru. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai dit, c'est le cru ou c'est nous? Parce que quand vous avez le papa qui prend un œuf cru devant les 5 enfants, et les 5 enfants font baie, et le papa se vexe, ça ne dure pas plus qu'une semaine. Donc il faut aussi tenir compte de la composante sociale de son régime. Donc c'est compliqué de vivre avec l'homme paléolithique, c'est ce que vous dites. Non, mais la remarque était très bonne. Hein. Enfin, c'est vrai qu'on est dans le médical, mais globalement, il ne faut pas oublier dans quel cadre on se nourrit, on s'alimente, et le contexte social, c'est très très important. Et puis bon, après, moi je dirais, alors peut-être tout le monde ne sera pas d'accord, mais moi je ne suis pas diététicienne, je suis juste une consommatrice lambda, on va dire, et pas médecin. Consommatrice Ouais. plus quand même. Oui, Ouais. voilà, non mais Ah. avertie, on va Ouais, dire, voilà. je suis d'accord. Après, il faut faire avec ce qu'on est et ce qu'on aime, parce que c'est tellement important qu'effectivement, il faut prendre certaines attentions quand on a des régimes qui sont très très restrictifs. Mais après, ce qui est important, c'est ce qu'on aime et ce qui va faire qu'on va bien quand même s'alimenter si on n'a pas de pathologie. Alors, on va essayer de passer un petit peu vite sur tous les régimes pour que, éventuellement, vous puissiez poser des questions. Et d'ailleurs, à ce sujet, je m'adresse à la régie. Si on peut avoir les micros dans la salle, préparez ça. Les médecins. Le sang, c'est à la mode, le sang gluten, le sang lactose, le sang tout. C'est bien le sang, c'est dangereux les sangs? Maladie Le cœliaque. sang Allez-y. gluten n'a aucun danger pour la santé. Il
Il faut bien reconnaître que la maladie cœliaque, donc la véritable allergie au gluten, est assez rare mais existe. Et là, il faut absolument du sans gluten strict. Mais ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est des gens qui se portent mieux en mangeant moins de gluten ou plus de gluten. Ça n'a pas de danger. C'est assez difficile à faire, puisque le gluten, c'est un peu partout, dans les pâtes, dans les pâtisseries, dans les gâteaux. Et ça coûte cher, parce que l'alimentation sans gluten coûte assez cher. Mais moi, j'ai rien contre sur ce régime. Alors, on a parlé et on a encensé le régime crétois. Pourquoi il est bien ce régime et pourquoi il nous convient? Il est très bien parce qu'il est riche justement en oméga 3 qui sont des bons acides gras pour le système cardiovasculaire, c'est un régime riche en fibres, j'en parlais tout à l'heure, c'est essentiel, riche en fruits et légumes, bonne graisse, oléagineux, donc bon pour la santé, ce régime crétois qu'on appelle le régime méditerranéen également. Donc moi je suis pour à 3000%, encore une fois, comme vous disiez si justement, dans la mesure où il vous convient. S'il ne vous convient pas ce régime... Alors il a un gros plus, c'est qu'il est adapté à nos modes de vie. Tout à fait. Et à nos régions, ça, c'est le gros plus. Ce qu'il faut dire avec ce régime crétois, peut-être, c'est que la conséquence de ce régime, quand on le fait, c'est qu'on perd du poids, mais ça ne doit pas être l'objectif. De bien manger, si on mange bien, on perd du poids, mais c'est une conséquence. Mais en fait, si on prend le problème à l'envers, c'est là où les ennuis commencent. Vrai ou pas? Vrai, et il faut vraiment penser que l'alimentation, si on fait un changement d'alimentation, ça ne peut pas se faire seul. Ça se fait dans une modification du mode de vie. Et quand on parle en médecine de mode de vie, ça intègre quoi? Donc l'alimentation, ça intègre la gestion du stress, ça intègre de ne pas avoir recours aux toxiques, ça intègre le sommeil, l'activité physique. Oui. Et le troisième item de la médecine de mode de vie, je l'aime beaucoup, c'est love more. Aimer davantage. C'est beau, donc, quand même. Ah oui, c'est beau. Et oui, la relation sociale et la relation à l'autre, ça s'intègre. Enfin, vous nous faites rêver, love more. Voilà. Mais pas tout seul, l'alimentation. Non, et pas tout seul, love more non plus. Le reste non plus. Voilà. Alors, Okinawa, qu'est-ce que c'est le régime Okinawa? Moi, je sais, j'ai ma fiche. Oui. Ça doit être... c'est riche en légumes, en fruits et en poissons gras. Ça consiste à arrêter de manger avant la satiété et encourage à ne manger que des petites portions. C'est-à-dire, j'ai encore faim, mais je m'arrête. Oui, c'est vrai que leur politique, c'est plutôt asiatique, effectivement. On a encore faim, mais on s'arrête. Moi, je pars du principe que, ce n'est que mon avis, ne faites pas un régime X ou Y, faites ce que vous ressentez le plus au fond de vous, avec les règles de base, bien évidemment, de l'équilibre alimentaire. Mais je pense que maintenant, on en parle tellement que tout le monde est au courant. Mais c'est embêtant, je trouve, quand on s'impose quelque chose, quand on se dit non, il ne faut pas que je fasse comme ça. Sauf si vraiment vous mangez que des burgers toutes les 5 minutes, mais voilà. Juste une petite remarque. Allez-y. Okinawa, flexitarien... c'est du 3V, c'est du végétal vrai varié, crétois, c'est méditerranéen, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des régimes vers lesquels on veut tendre, qui peuvent être des régimes à la mode, dans lesquels on se retrouve à cuisiner de vrais aliments. La part du végétal est très élevée, donc on est effectivement sur 15 voire 30% dans certains de ces régimes. Et une des caractéristiques, c'est que c'est varié. Et c'est vrai qu'on est dans cette règle-là où on se dit, finalement, si on arrive, quel que soit ce que l'on met dans nos assiettes, à tendre vers ces régimes-là qui paraissent bénéfiques pour la santé, pourquoi pas? Oui. Attention les poissons gras, pas trop, parce que c'est bourré de mercure. Et alors vous pouvez chercher les petits poissons. Les petits poissons. Et vous pouvez trouver un bon rapport oméga 3, oméga 6 et 9 dans les bonnes huiles. Les petits poissons. Voilà. Quand c'est petit, c'est mieux. C'est pas moi qui vais dire le C'est la contraire. sardine et la sardine. La sardine, le hareng, le maquereau. Alors, les régimes détox. Alors ça, on a plein les magazines. C'est bien de détoxifier son foie, ça marche, les régimes détox. Qu'est-ce que c'est le détox? Il faut savoir ce que ça veut dire. C'est vrai que c'est très à la mode, on en parle partout. Qu'est-ce que c'est que détoxifier son foie? Est-ce qu'en prenant des choux-fleurs ou du citron le matin, on entend tout sur ce domaine. Je crois que la meilleure façon de détoxifier, si on parle du foie, c'est de boire peu d'alcool. C'est quand même le premier toxique en France. De ne pas toxifier, en fait. Et ensuite, de ne pas manger ni trop gras, ni trop sucré, et de varier son alimentation. Une fois qu'on a fait ça, on a fait 80% du travail. Alors, les régimes pour perdre du poids, les régimes hypocaloriques.
Volontairement, j'ai fait 2 colonnes. Hein. J'ai fait Comme j'aime et j'ai fait Weight Watcher. Voilà, c'est deux gros régimes hein, qui sont connus. Et en fait, Weight Watcher, c'est basé sur les points, hein, le rééquilibrage alimentaire, et l'autre, c'est Prêt à l'emploi. Alors, si on les suit, les deux fonctionnent bien, on mange moins de calories, puis c'est à peu près équilibré, non? Oui, finalement. Mais dans un cas, on apprend, et dans l'autre cas, une fois qu'on a fini ses 6 mois d'abonnement, est-ce qu'on a appris il ne s'agit pas de condamner un ou l'autre, hein, parce qu'il y a des gens à qui ça convient bien d'avoir un plat préparé, tout fait, qui arrive tous les jours, et puis il y a des gens qui veulent au contraire s'investir, mais voilà, votre opinion là-dessus, aux uns et aux autres. Alors, je condamne ni l'un ni l'autre, puisqu'on n'est pas là pour ça. Mais vous condamnez les deux. Mais un peu ça, en fait. Je condamne tout simplement qu'on soit au régime hypocalorique, en fait, à mon sens. Et on l'a dit très justement il y a quelques instants. Si on mange équilibré, la récompense, c'est qu'on perdra du poids certainement si on en avait en trop. Et si on n'en perd pas, c'est qu'on était à son poids de forme. Et il ne faut pas s'imposer quoi que ce soit. C'est pas simple, hein, effectivement, de se dire, oui, c'est aussi simple que ça, de manger équilibré. Oui, en fait, il faut pas trop se compliquer. Le truc avec ces régimes, c'est qu'on se dit, tiens, allez, hop, on veut perdre du poids en 6 mois, et hop, je fais comme j'aime. C'est ça, il y a le facteur temps, non? Oui, il y a 2 notions quand même qu'il faut avoir. La première, c'est se méfier quand même si on perd rapidement du poids de la perte musculaire. Or, notre masse musculaire brûle 80% de nos calories, y compris quand on dort. Donc, si on a perdu du poids en perdant du muscle, voilà, il faut être musclé. Il faut faire les 1500 mètres de natation, comme moi ce matin avant de venir. Vous voyez, ça marche ça. Donc, il ne faut pas perdre de la masse musculaire. Et l'autre chose, vous savez quelle est la différence entre ceux qui, après leur perte de poids, ne vont pas reprendre et ceux qui vont reprendre? C'est le suivi. C'est-à-dire que s'il y a une difficulté alimentaire, s'il n'y a pas de suivi, 98% des gens vont reprendre du poids. Donc, même si on a perdu 10 kilos, il ne faut pas lâcher la personne qui vous coach et qui vous aide, parce que tout seul, c'est extrêmement difficile. Ouais. Des régimes hyper protéinés. Allez. Alors moi, j'en ai pas une très très bonne opinion des gens que j'ai vus. Souvent, ça entraîne des troubles du transit parce que les gens ne mangent plus de fibres et ils se retrouvent avec des problèmes digestifs assez importants. Et puis, on ne peut pas vivre toute sa vie en ne mangeant que des protéines. Donc pour moi, on peut peut-être le faire, mais pas très longtemps, et c'est pas le meilleur régime. En général, il y a une phase d'attaque qui dure une semaine, où là, c'est que des protéines. Il y a une phase de croisière, et puis il y a une phase de consolidation. Oui, alors c'est très efficace puisque vous ne mangez plus de sucre et plus de graisse, donc c'est sûr que de ce côté-là, ou pas trop, mais après, il peut aussi y avoir l'effet rebond, les gens peuvent aussi décompenser après ce régime. Et ça donne mauvaise haleine, on dit, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. De cétosique, oui. Oui, à cause de la cétose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh, je pense exactement la même chose, bien évidemment. Bon, si vous pensez tous la même chose... Ni les hyper, ni les hypo. Oui, voilà. Il y a du normal, si vous pensez la même chose, on passe. Allez hop, les régimes dissociés. Quelque chose me dit que vous n'allez pas aimer ça. Non, allez-y. Moi oui. Oui, vous avez bien pressenti. Dissocier, oui, on dissocie. Alors, il y a tellement de formes de dissocier. On va voir celui, il ne faut surtout pas avoir. Il y a Montignac, il y a Antoine, Shelton. La problématique, c'est que scientifiquement, sincèrement, quand je regarde les études qui sont sorties, il n'y a rien de très probant. Bien sûr, quelques régimes que vous fassiez, même si demain je vous fais faire le régime chocolat en mangeant du chocolat tous les jours, vous perdrez du poids parce que vous changez votre alimentation. Vous êtes un peu malade, peut-être. Oui, on va être un peu malade, c'est pour ça que vous perdrez du poids. Mais voilà, j'ai toujours du mal avec le fait d'imposer. Guider, oui, ce que vous disiez, être suivi, effectivement, ça s'appelle être guidé, mais pas imposé. Un autre régime très très à la mode, on en entend beaucoup parler, c'est le régime cétogène. Je vois que vous avez envie de réagir. Parce qu'il se trouve qu'un des promoteurs de ce régime en cancérologie s'appelle Laurent Schwartz, qui était un copain de promotion. Donc voilà, ce régime cétogène, il est proposé en accompagnement
presque, parfois même en traitement alternatif, alors complémentaire, pourquoi pas, mais alternatif du traitement des cancers. Et c'est un régime qui n'a absolument pas montré son efficacité et qui est extrêmement déséquilibré. Donc c'est vraiment manger énormément de graisse. Alors le foie, à mon avis, doit être dans un état pas possible avec un régime cétogène. Donc c'est vraiment pas. Et moi, ce quelque qui me chose à fait peur, proposer. c'est quand j'entends traitement alternatif au Ça, cancer. c'est- On ne soigne pas un Non, bien cancer évidemment. en mangeant. Ça, Ah ben, ça, ça c'est n'existe sûr. pas, ça. Voilà. Et de même, par exemple, Hein pour le corps. Faut le Oui. dire fort. Oui, oui, Oui. très Faut- très fort. Sauf qu'on a montré quand même qu'avoir une bonne alimentation, Oui. prendre goût à l'alimentation quand on est traité pour un cancer, c'est très bon. Oui, Hein, mais et ça c'est peut- Pour le autre moral. chose. C'est Mais autre c'est chose. pas On n'est pas dans- alternatif. Voilà, Voilà. non. Hein, il faut Absolument. continuer à bien Non. s'alimenter. Traiter un On a cancer même par montré aussi l'alimentation. qu'il y avait, on diminuait ses risques de récidive avec une bonne alimentation. Une bonne hygiène de vie. On a parlé tout à l'heure, non, c'était Joël Doré qui parlait du microbiote. J'avais fait une autre émission avec Joël Doré qui parlait justement de l'alimentation du microbiote et du microbiote qui était détruit parfois par les chimios et qu'il fallait restaurer. Donc, ok, mais ça ne soigne pas. De On est même, d'accord. le régime d'accord. dit sans Hein, sucre. faut être bien voilà. clair là-dessus. Dans le cancer, il y a des gens Ah qui oui. prônent sans sucre, parce que la cellule cancéreuse se nourrit de sucre. Bien sûr, vous arrêtez de manger du sucre, elle va trouver du sucre ailleurs dans l'organisme, la cellule cancéreuse. Elle n'a pas besoin qu'on lui en apporte par En l'alimentation. revanche, si je ne me trompe Ça pas, le va. régime cétogène est recommandé dans le cadre de certains traitements d'épilepsie. Mais je vous laisse me confirmer si vous avez vu les études. Ça, j'ai ou pas si de vous- recul. J'ai pas, non. Un Non, peu j'ai d'ordre pas dans ce confirmé. débat. Un peu d'ordre dans Voilà. ce débat. Ah, La chrononutrition. Alors, Bah. ça aussi, c'est à la mode, la chrononutrition. Il y a le BABA qui ne va pas prendre le nom de chrononutrition, qui dit qu'il faut prendre un vrai petit déjeuner, que si on prend des protéines au petit déjeuner, c'est satiogène. Il y a une petite expérience qui a été faite pour un œuf à la coque le matin. Et ben, entre le groupe qui prend un œuf à la coque et celui qui ne prend pas de protéines, et ben, celui qui aura pris l'œuf à la coque, il va manger moins naturellement, spontanément, que le lendemain matin. C'est un effet satiogène. Donc, et il y a des poules comme moi, et j'ai un œuf à la coque frais tous les matins. Et ensuite, on sait que le repas du soir doit être plus léger. On va se dire, ça c'est du bon sens, on le sait, mais de là à aller directement dans la chrononutrition, c'est vraiment se prendre la tête pour quelque chose qu'on ne veut pas faire pendant longtemps. Alors, par Ça va être contre, compliqué. deux choses. On a entendu tout à l'heure dans une intervention que la satiété ne fonctionnait pas pareil tout au long de la journée. Alors, il y a des moments où la satiété, ça fonctionne moins bien ou pas trop. Les sécrétions de gréline, leptine ne sont pas les mêmes selon les horaires, oui, sur les horaires de la journée. Donc effectivement, il va y avoir des différents fonctionnements. Maintenant, précisément, Oui, vous qui êtes c'est docteur, sûr qu'on a ce qu'on appelle un rythme circadien, Voilà. où les taux d'hormones dans le sang varient dans la journée. Et donc, on peut avoir des périodes dans la journée où on va plus ressentir... Donc chrononutrition, non, mais par contre, il faut faire attention à ses rythmes et garder Oui. son rythme naturel. Qu'est-ce qui compte finalement C'est de prendre 3 repas par jour, c'est de fractionner, comme vous le disiez tout à l'heure, si on n'a plus faim. Qu'est-ce qui compte? C'est ce qu'on prend finalement dans une journée ou les moments où on le prend. Moi, je suis plutôt pour 3 repas par jour. Hein. Quand on regarde ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis par exemple, où finalement ils ont complètement perdu cette notion de 3 repas par jour. Ils mangent, si vous regardez dans les fast-foods, on mange n'importe quand, On à mange tout le n'importe temps. quelle heure. Et finalement, pour l'obésité, tout ça, c'est pas terrible. Alors, par contre, vous vous dites Bah, 3, oui. 4, Alors, enfin attention, bon, quand faut on parle de manger. fractionnement alimentaire, c'est vos 3 repas équilibrés qui sont redivisés. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça se termine par un hamburger en plein milieu de l'après-midi. Et c'est le risque, en fait. Ouais. Quand on a 3 repas par jour, voilà, on ne mange pas en dehors des repas, on sait que grignoter, c'est pas bon. Et quand on s'autorise Tout la dépend petite ce qu'on appelle collation, le grignoter. machin, Si là, on a faim, c'est pas un grignotage. ça Enfin, peut, c'est ça tout peut un- dévier. ouais. Non, enfin, je veux dire, Mais oui, c'est le bien sûr, risque. bien sûr. Mais si j'ai bien compris, grignoter une pomme avec une noix, enfin avec une poignée de noix ou un yaourt, c'est pas forcément grignoter non plus. Si c'est la faim qui vous a appelé, voilà. Si c'est parce qu'on Si c'est la s'ennuie, faim, oui, c'est oui, autre chose. si c'est la faim. il n'y a aucun Donc, problème. non, mais c'est le juste corps qui demande qu'effectivement, également. il y a C'est-à-dire même- qu'il faut faire la différence entre j'ai faim, donc je grignote, et j'ai besoin de ma petite pause doudou, mon Exactement. petit C'est bout ça, de qui est sucre, ma réconfortant. petite... C'est différent. et là, ça devient... on mange parce que c'est l'habitude. C'est ça. On sait Donc, que- du coup, effectivement, on repositionne le nombre de repas parce qu'il y a 3, il y a 4. Potentiellement, vous pouvez en avoir 5 parce que si vous fractionnez et que finalement vous prenez deux
collations qui sont liées au fait que vous ayez faim et le matin et le soir. C'est juste que vous adaptez Oui, on effectivement. mangera moins au repas d'après. Et alors, Vous écoutez quelque part. Et si c'est 2? Parce qu'on parle aussi du jeûne, comment ça s'appelle 16 ça heures. Intermittent. Jeûne de 16 heures. Jeûne intermittent. De 16 heures, ouais, c'est ça. Ou de Oui, 16 heures. 16 heures. Alors Ouais, si ouais. c'est 2, c'est grave finalement ou pas? Si on Je s'alimente ne bien le suis reste. pas certaine, c'est difficile d'avoir en fait du recul avec des études parce qu'il y a toujours plein de facteurs confondants. Mm. Comme on le disait dans le bio, les gens qui font le choix d'une alimentation bio, ils ont un choix souvent de mode de vie qui est différent. Donc c'est extrêmement difficile au point de vue épidémiologique de dire avec ce type de régime, on va avoir tel résultat. Alors maintenant, on fait des régimes aussi parfois parce qu'on a des pathologies. Alors notamment le régime DASH. DASH, qu'est-ce que ça veut dire, vous savez? Moi je sais parce que j'ai ma petite Voilà. fille, Ah sinon bah, avant voilà, je ne la savais C'est pas. pas de lessive qui revient dans le temps, Alors, mais c'est tout ce que je sais. c'est L'acronyme. Dietary Approach to Stop Hypertension. Voilà en français. Ah, donc, régime En sans sel, français quoi. anglais dans le texte. Donc c'est un régime pour diminuer l'hypertension. Ça marche ça? Bah, on enlève le sel déjà. C'est sûrement sans sel, hein, un régime sans sans graisse. sel. C'est sans sel, c'est le régime Non. sans sel, mais ça s'appelle autrement. C'est très chic, pas bien les Dash. petits noms. Hein. Bon, alors, le régime zone, c'est le contrôle de l'insuline, ça. Vous connaissez ça? Bah, je pense que c'est les régimes avec indice glucidique bas, c'est-à-dire que le problème du sucre et l'insuline, si on veut le réguler, c'est qu'il ne faut pas envoyer un sucre rapide en face du pancréas parce qu'il va balancer toute son insuline. Donc on va avoir deux effets, une hypoglycémie réactionnelle, un stockage des graisses et un épuisement du pancréas et donc à l'arrivée un diabète. En fait, si je comprends bien, le régime DASH, c'est le régime sans sel, le régime zone, c'est un un régime... sucre Voilà. rapide. Donc tout ça, c'est des inventions marketing pour des choses qui existent à Oui, peu mais c'est déjà. déjà pas mal. Non, Si c'est les bien. gens veulent le faire, ça me paraît pas être dangereux pour la santé, au Ah non, contraire. oui. Le régime Atkins. Je me souviens plus. Non. Alors, La mode, c'était pas mal de graisse. lui, il est censé diminuer. En fait, c'était un régime pour lutter contre les maladies cardiovasculaires au départ. Il est censé diminuer la pression artérielle, prévenir le diabète de type 2. Le but étant de pousser l'organisme à utiliser d'autres voies de production d'énergie pour. Donc en clair, on puise dans l'organisme, hein, c'est ça? Si j'ai à peu Je près crois bien qu'il n'est pas compris. loin du cétogène, il me semble. Oui, je suis en train de me demander si c'est pas un régime keto en fait. Oui, c'est Oui, c'est un kétogène. Ouais, je pense. Alors, moi j'ai envie de. Ils sont là les Ferrandi là qui nous ont fait à manger. S'ils sont pas là, on va aller les chercher parce que l'alimentation des jeunes c'est un truc important aussi. Je vais vous poser maintenant. Il nous reste un petit quart d'heure. On va répondre très rapidement aux questions SMS, aux questions du public si vous en avez. Je ne sais pas si les micros sont arrivés, mais si vous en avez, vous allez lever le doigt. Et puis à mes petites questions à moi que j'ai notées au fur et à mesure des interventions. Alors, on a parlé de l'eau. Et on a parlé des cartouches et de la filtration. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux boire? Il vaut mieux boire de l'eau minérale en bouteille plastique, comme on en boit souvent. Et il vaut mieux prendre de l'eau avec les cartouches et la filtration. Il vaut mieux laper l'eau du robinet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai un petit peu essayé de faire le tour de la question quand j'ai écrit le bouquin sur les perturbateurs endocriniens. C'est vrai que, comme le disait notre intervenante concernant l'eau du robinet en France, elle est globalement de bonne qualité. Ça, c'est effectivement la moins chère, la plus écologique. L'eau en bouteille, se méfier effectivement du stockage de l'eau, puisque là, il peut y avoir passage de produits chimiques et aussi du mode de récolte de cette eau, donc tout ce qui est les tuyaux et ce genre de choses. Donc l'eau en bouteille, sans tenir compte du fait qu'il y a cette pollution plastique qui est absolument catastrophique en France. Vous pouvez acheter de l'eau en bouteille verte. Maintenant, l'intérêt des eaux minérales, c'est qu'elles peuvent avoir effectivement des bénéfices thérapeutiques en fonction des Alors gens. justement, elles ont des bénéfices, mais est-ce qu'il faut varier? Il y a des eaux riches en sel, par exemple. Quand on est des hypertendu, eaux riches on n'en prend pas. Voilà. Donc, Et on a des eaux il faut faire attention à l'eau qu'on boit. C'est pas Absolument. neutre l'eau. C'est pas c'est neutre. ça Ah oui, puisque ça contient soit des minéraux, soit du fer, soit des choses qui peuvent être mauvais pour la santé de certaines personnes, selon leur état de santé. Il y a le problème des cartouches. Vous parliez des cartouches. Oui, La fameuse et ça, on sait. Brita qui a été Ouais. inventée il y a 50 ans en Allemagne. Alors, c'est vrai que ça enlève un certain nombre de produits toxiques et de pesticides. Il y en a malheureusement qui filtrent trop, qui vous enlèvent le calcium. Or, le calcium, c'est
important d'en avoir aussi par un autre biais que les produits laitiers qui vous apporteront des graisses saturées avec. Ne pas oublier qu'avec une carafe Brita, elle va rester dans sa carafe en plastique et elle va rester au chaud. Et ça, c'est pas une bonne chose. On a d'autres dispositifs qui sont plus onéreux, comme les osmoseurs inverses ou d'autres types de filtration, mais c'est très difficile et j'ai essayé de faire le point sur vraiment les caractéristiques de chaque système, c'est pas simple du tout. Le NASH, j'avais noté une petite question. On n'a pas dit si c'était réversible ou pas. La NASH. La NASH. Le foie gras humain. Alors, il est toujours temps d'agir, donc c'est réversible. Si on se rend compte qu'on a la NASH, pardon, il faut inverser la vapeur, donc manger moins gras, moins sucré, etc. Quand on est au stade de fibrose très avancée ou de cirrhose, c'est ce que je vous ai dit, c'est comme si c'était des fibres de plastique. Vous savez que le plastique, dans 300 ans, on en aura encore. C'est un peu pareil, ces fibres ne se résorbent pas ou très très lentement. Donc une fois que la cirrhose est constituée, malheureusement, c'est très peu réversible. Alors une question, c'est pas très encourageant, hein, donc il vaut mieux, mais ça met longtemps à s'installer. Ça met des années, c'est des histoires de donc 15 il faut être à 20 raisonnable, ans. à partir de quel âge? Il vaut mieux éviter la NASH et la cirrhose due à la NASH. À partir de... On Alors, fait vraiment attention à partir de ce qu'il faut, 30 ans, 40 ans. Le vrai problème aujourd'hui, c'est les enfants qui, à partir de maintenant, ne mangent que du gras et du sucre et sont sédentaires. Eux auront des problèmes plus tôt que notre génération. Plutôt la quarantaine, à la quarantaine. Il faut déjà agir. Donc il faut une prise de conscience. Dès l'enfance. Et si on n'a pas eu cette prise de conscience, déjà quand même les ados, ils peuvent se rattraper ou pas? Oui, ou mais sont on a condamnés des adolescents obèses, on a des adolescents diabétiques de plus en plus. Ça devient un véritable problème. La composition des étiquettes, j'ai une question là-dessus. Ça va être pour vous peut-être. Oui. Hein. On a vérifié ces produits, on a pris ses habitudes, hein, parce que finalement quand on fait du shopping, on prend des habitudes. Mais les produits, ils peuvent changer de composition au fur et à mesure de leur carrière? Oui. C'est un piège, ça. C'est un piège. Ouais, c'est qu'effectivement, quand on a des habitudes, on parle toujours de bonnes et de mauvaises. Bon, ben, la bonne habitude, quand on a des aliments, c'est de contrôler de temps en temps, effectivement, qu'ils ont la même composition. D'abord parce qu'ils peuvent être influencés par de la réglementation, qui fait qu'à un moment ou à un autre, vous allez avoir des ingrédients ou des additifs qui vont être interdits. Donc même un aliment que vous ne preniez pas parce qu'il y a du E551 dedans, le jour où le E551 n'existe plus, vous pouvez voir que cet aliment-là, que vous mettiez de côté pour cette cause-là, vous allez pouvoir l'intégrer à votre alimentation parce que vous y avez un intérêt et que ça vous convient. Donc régulièrement, effectivement, je ne dis pas chaque fois que vous allez faire vos courses, hein, mais de temps en temps, vérifiez. Un petit check de temps en temps. Oui, mais c'est valable. Enfin, on parlait des gens qui avaient des problèmes avec le lactose et le gluten, c'est valable pour ça aussi. Hein. Comme vous avez l'habitude de consommer des produits, de temps en temps, il faut vérifier que ça correspond bien, effectivement, à ce que vous attendez de l'aliment. Alors tout à l'heure, vous m'avez parlé de vos soupes. Oui. Le batch cooking, c'est bien ça? Ah, c'est super. Moi, qu'est-ce que c'est le batch cooking? Le batch cooking, c'est le fait de mots. s'organiser le week-end pour préparer tous ses repas de la semaine. Donc, comme le maître mot pour moi, c'est de l'organisation en matière d'alimentation, c'est parfait. Voilà, on s'organise, on cuisine tout, on congèle, un peu ce que je disais pour la soupe tout à l'heure. Batch en anglais, c'est un contenant, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc on met ces trucs dans des bacs et puis on est C'est une bonne mode, selon moi. Pour la semaine. Allez, des questions SMS. Quel est le pouvoir calorique des céréales oléagineux? Peut-on avoir des plaques de graisse dans les artères avec un cholestérol normal? Alors oui, on peut en avoir. Le cholestérol est un des facteurs de risque pour avoir de l'athérome, mais il y a aussi la génétique qui compte, il y a d'autres, le tabac qui est un facteur important. Donc on peut avoir une plaque d'athérome avec un cholestérol normal. Alors, comment éviter les ballonnements et quel régime conseiller contre la constipation chronique? Bon, je vais peut-être prendre la parole, je suis gastro-entérologue. Alors, en 30 secondes, ça va être compliqué, mais globalement, pour éviter la constipation, il faut manger des fibres.
Et il faut boire suffisamment pour qu'il y ait assez de liquide au niveau de l'intestin et que les fibres servent de ballast. Donc il faut manger des fruits, des légumes et boire de l'eau. Alors, j'ai une question, c'est écrit. Hein. Pour Odile Bagot, vous avez des fans. Hein. C'est écrit. Donc les autres, vous ne répondez pas. C'est pour Odile. C'est pour Odile la question. Donc pour Odile Bagot, afin de limiter l'exposition aux pesticides, il faut laver les fruits et légumes au bicarbonate. Quelle concentration et quelle quantité? Absolument. Donc vous prenez une jatte et vous mettez 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dedans et vous laissez une quinzaine de minutes. Nous faisons ça tous les samedis matins en revenant du marché, même avec les produits biologiques. Eh bien voilà, c'était la réponse d'Odile Bagot Voilà. à la question pour Odile Bagot. Voilà. Pour les recettes de cuisine, viendrez me voir en privé. C'est intéressant de dire, même pour les produits biologiques, parce Même que pour ce les qui produits est biologiques, interdit, ce sont les pesticides de synthèse. Il existe des pesticides qui sont naturels, qu'on va retrouver de toute manière, et qui peuvent être utilisés quand effectivement il y a besoin, parce qu'il y a des parasites. Et pour les poissons aussi. Hein. C'est-à-dire que nous, les poissons, voilà, ils passent aussi dans l'eau avec du bicarbonate pour enlever un certain Ça nombre pose de peut-être choses. problème pour la chair? Pas du tout. Non, non, 15 minutes, c'est bon, je les mets sous vide. Et ça s'achète où le bicarbonate? Oh, bah partout. Partout. Oh, ça coûte rien du tout, le Supermarché. bicarbonate. En supermarché, le Ça coûte bicarbonate rien. alimentaire. Oui. Voilà la ouais. question d'un homme qui ne fait pas les courses. Ah oui. Vous n'auriez pas dû, parce que là on est démasqué, là Oui, c'est là, pas vous bon. êtes démasqué. Non, je vous donne le téléphone de mon mari, c'est lui qui fait les courses. Sodium, iode, quelle différence? Sodium, iode, quelle différence? Je vous ai pas dit la même chose. Ah pas le même je sais minéral, pas, pas. L'iode Parce qu'on fait messe. Oui, alors l'iode c'est un oligo-élément. Oui, je comprends la question parce qu'en fait Tout l'iode. à l'heure, est on dans a le parlé sel, du sodium et sel, de oui, je l'iode dans comprends le la- sel. En Vous fait, vous souvenez? c'est vrai Il y avait une présentation là-dessus. Oui, la question du sel est hyper importante et c'est Barbara Demenex qui a beaucoup travaillé sur le cerveau et les perturbateurs endocriniens et donc sur l'iode qui a bien démontré et elle nous a bien dit toute la population française quasiment est en manque d'iode à part ceux qui sont le long du littoral qui vont manger du poisson, des fruits de mer. L'iode est volatile. Donc, dans le bon gros sel de mer bien gris qu'on a, il y a plein d'oligo-éléments dedans, mais il n'y a plus de sel. Dans le sel de Guérande, ma foi, il n'y a plus d'iode. Dans le sel de Guérande, qui est quand même agréable aussi, il n'y a plus d'iode. Donc, il faut utiliser du sel iodé. Et si vous avez 2 minutes pour une petite anecdote, allez, je vous dis juste que dans nos jeunes années, faisant vraiment très bien, on n'apprenait que du sel de mer. Et il s'est trouvé que pour ma 5e fille, elle avait in utero une microcéphalie, la tête trop petite, à l'échographie. Et pendant nos 3 semaines de vacances, on est en bord de mer, on prend beaucoup d'iode. On mange du maquereau tous les jours. Et elle a rattrapé cette microcéphalie en 2 mois. Elle est née le 21 septembre. Et a posteriori, c'est probablement la carence en iode en Alsace, récupérée en Bretagne pendant quelques semaines, qui joue sur le développement du cerveau. Vous dites aussi donc du coup qu'il ne faut pas saler l'eau avec du sel iodé, ça ne sert à rien, il faut juste la mettre dans son assiette. Non? Non, si on peut saler. hein. Si. Non, je pense qu'ici, on peut mettre du sel iodé dans l'eau de salaison. D'accord. Alors, il nous reste quelques minutes encore. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut lever la main. Est-ce que mes petits Ferrandis, là, je les ai appelés tout à l'heure, est-ce qu'ils sont dans la salle, les Ferrandis? Ils sont partis. Ils sont là? Ils sont partis. Ah, ils sont partis? Bande de feignants. Alors, c'était bon, hein, par contre, ce qu'ils nous ont fait. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'huile de poisson filtrée, sans métaux lourds, comme dans l'huile de... C'est mal écrit. Quintessence. Oui, c'est beaucoup proposé en fait dans les compléments alimentaires qu'on donne en préconceptionnel et pendant la grossesse chez les femmes. C'est un argument en fait maintenant tous les laboratoires qui font ces vitamines en disant nos huiles de poisson elles sont filtrées pour enlever les métaux lourds. Tant qu'à faire, c'est un perturbateur endocrinien en moins. Hein. Oui. J'ai une autre question sur la constipation. Une question sur la constipation. Hein. Un public constipé. Alors, tu veux pas le deviner. Que pensez-vous de l'efficacité des graines, les graines de lin, de courge, pour améliorer la constipation? Psyllium. Attention, la graine de lin, c'est un laxatif qui est dit un petit peu irritant. Hein. C'est pas parce que c'est naturel et c'est tiré de végétaux que c'est pas forcément un petit peu agressif pour le côlon. Donc on privilégie quand même des laxatifs non irritants, des fruits, des légumes, mais tout ce qui contient du séné, du lin est un petit peu irritant avec modération. Donc.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, alors, où ça? Allez hop, on pose la question. Oui, bonsoir. C'est ouvert. Oui. Bonsoir. D'abord, merci pour toutes vos précisions. Et j'aurais, si vous me le permettez, une question même à propos du fameux microbiote. Alors, j'avais entendu dire, effectivement, bon, on sait que chaque organe a son propre microbiote, il n'y a pas que les intestins, il y a le sang, et voilà. Alors, ma question, elle est peut-être un peu simpliste, mais j'entendais un jour à la télévision tout simplement dire que si l'on a une fringale de chips, vaut mieux avant manger un poireau, une salade, pour nourrir de fibres son bon microbiote. Alors, mes deux questions. Est-ce que, il est clair que c'est caricatural, mais bon, est-ce que si l'on a une alimentation équilibrée, est-ce qu'on favorise forcément son bon microbiote, ce qui veut dire, ma deuxième question, que le mauvais microbiote disparaît peu à peu, ou est-ce qu'on a besoin des deux pour un équilibre au sein de son corps, de son système? Voilà, merci. Alors, qui répond sur le microbiote? Professeur. Il faut Quand savoir... on ne sait pas, on laisse toujours répondre le professeur. Il faut savoir que le microbiote, on ne sait pas grand-chose encore. Hein. Vous savez, c'est des milliards et des milliards de germes, de virus, de bactéries, etc., qu'on est en train de un petit peu comprendre comment ça marche et comment ça a des interactions sur la santé. Donc, est-ce qu'avant de manger des chips, il faut manger de la salade pour nourrir le bon microbiote? Là, on est dans des essais, mais on ne sait pas du tout ce qu'on fait hein, pour l'instant. Alors, le microbiote, la meilleure façon d'avoir un bon microbiote équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prédominance d'une bactérie sur une autre, c'est de manger un peu de tout, varié, et en variant, puisque le microbiote se nourrit de ce qu'on mange, en variant son alimentation, eh bien, vous êtes sûr d'avoir un petit peu toutes les espèces. La deuxième chose, c'est les antibiotiques. Il faut faire attention. Un antibiotique peut complètement déséquilibrer le microbiote et on peut avoir du mal à s'en sortir. Mais ayons une bonne hygiène de vie en variant notre alimentation et notre microbiote devrait être à peu près correct. Et on hérite du microbiote de sa maman au moment de l'accouchement. Oui, et d'ailleurs Joël Doré l'a dit, je crois, dans son intervention, le microbiote, un des moments importants hein, du microbiote, c'est la grossesse et aussi le problème des antibiotiques au niveau de la grossesse. Alors, on va se donner encore, est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? On prend encore 2-3 questions. Parce qu'on commence à être un peu en retard, mais enfin bon, c'est la fin de journée, on peut s'accorder un petit peu de retard. Et puis après, on va faire rapidement un vrai-faux. Et puis on m'a dit que mes férandises étaient revenus aussi. Ils sont où? Alors, question. Alors, parmi les régimes que vous avez évoqués il y a quelques instants, vous n'avez pas évoqué le jeûne intégral. Vous avez une opinion sur le sujet? excellente question. Vous avez raison, on n'a pas évoqué le jeûne intégral. Alors, quand on ne sait pas, on demande au prof. Sinon, alors moi j'ai une opinion partielle, je veux bien que ça soit complété. Le jeûne intégral, selon moi, ne doit pas être fait dans un objectif de perte de poids. C'est vraiment ce que je voulais dire, et d'ailleurs quelque jeûne que ce soit. Le jeûne est plutôt, à mon sens, d'ordre philosophique, une histoire de penser sa vie, de se ressourcer, etc. Bon, maintenant, attention, perte de masse musculaire, effectivement, quand ça dure un petit peu trop longtemps, même déjà dès les premiers jours, quand on perd du poids, c'est beaucoup d'eau et de muscles. Voilà, attention pour la santé. Je ne suis pas pour le jeûne. Voilà, moi, mais je laisse mes collègues. Moi, ça me fait toujours sourire de payer 3 000 € la semaine pour rien manger. Alors, moi, écoutez, moi je ne suis pas prof, mais il faut se méfier des promesses et de tous les gens qui véhiculent tout un tas de choses autour du jeûne intégral. Je ne sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais pour la santé. Ce que je sais, c'est que ça ne guérit pas. On parlait du cancer tout à l'heure, ça ne guérit pas le cancer. Ce que je sais, c'est que ça guérit, il n'y a pas de preuves scientifiques, à moins que vous me le disiez, d'apport
Non, mais il faut bien reconnaître que si on jeûne, on ne va pas manger de graisse ni de sucre, on ne va pas boire de café, on va prendre de... C'est pas mauvais pour la santé. Et notre organisme, si c'est pas trop long, a les réserves. Mais je rejoins tout à fait ce qu'on a dit tout à l'heure. Il ne faut pas que ce soit trop long. Il ne faut pas que ce soit un supplice pour la personne et que ça porte atteinte à sa santé. On soulage un peu son organisme, mais pas trop longtemps. Voilà. Je voulais quand même vous lire un truc qui est important, c'est l'Institut national du cancer qui dit bien « Aucun aliment particulier n'a fait la preuve scientifique de son action pour traiter le cancer ». Donc quand sur une publicité, on vous écrit ou on vous laisse entendre que ça va soigner votre cancer, c'est pas vrai. Ça, il faut vraiment le Il y a eu des modes le là dire. depuis 30 ans, entre les graisses de requin, les baies de goji, enfin bon, il y a tout. Voilà. Alors, on va faire un... Il est où mon Ferrandi? Depuis que je lui fais la chasse. Allez, viens. Voilà, viens. D'abord, on va les applaudir, les Ferrandi, parce que ils nous ont bien régalés. Alors, maintenant, j'ai une ou deux questions à vous poser. Vous êtes tous destinés au métier de l'alimentation, cuisine, vous allez avoir des restaurants, des hôtels. Est-ce qu'on vous apprend à faire une cuisine qui soit bonne au goût, mais bon pour le corps aussi à l'école? Alors, oui, mais nous, on est en management. Donc, c'est pas grave, vous allez manager des cuisiniers, donc c'est pareil. On va cuisiner un jour peut-être, on espère. Mais sinon, oui, c'est dans la culture et dans l'ADN de Ferrandi d'apprendre aux cuisiniers d'être responsables, de travailler avec les saisonnalités, des produits sains. De toute façon, ça fait de plus en plus partie des tendances dans les restaurants notamment, d'arriver avec des cartes totalement transparentes avec la provenance par exemple de la viande ou des légumes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de restaurants avec leur propre potager ou juste leur propre herbes aromatiques. Et non, c'est vrai que c'est très important, nous, en tant que futurs restaurateurs ou cuisiniers ou chefs à domicile comme chef Paul Géraud ici, de savoir ce qu'on travaille et de bien le présenter aux clients notamment. Alors maintenant, j'ai une deuxième question. Vous, on sait bien que les jeunes n'ont pas forcément ou les moyens, ou la connaissance de bien cuisiner, ou le temps de bien se restaurer. Le kebab, le fast-food, tout ça, vous êtes chez Ferrandi, mais ça fait partie de votre univers. Uber Eats. Ça fait partie de l'univers de tous les étudiants. C'est la facilité, c'est pas forcément la bonne solution, mais voilà, c'est un gain de temps pour nous. Après, moi, j'ai la chance moi, j'habite dans le 14e, donc j'ai rue Daguerre qui est juste à côté. Donc j'ai mon boucher, j'ai mon poissonnier, j'ai mon maraîcher. Donc moi, j'essaie vraiment de faire attention à tout ça et plutôt aller vers eux pour acheter mes produits et cuisiner. Mais c'est vrai qu'avec... Mais vous n'êtes pas représentatif des jeunes en règle générale. Non, mais c'est vrai que c'est quand même un énorme gain de temps aussi, en tant qu'étudiant. On aime les produits, on a toujours le temps de cuisiner. Donc voilà, le fast-food, on vit, mais pas tous les jours. On donne un ou deux petits trucs. Quand on achète un sandwich chez le boulanger, peut-être on n'est peut-être pas obligé de manger les 2 parts de pain. On peut le replier en 2 et puis virer et puis demander sans mayonnaise, non? Des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. On peut. Pour le kebab, on peut faire pareil. On demande sans frites. Sans frites, sans viande et sans frites, sans viande et sans sauce. Un kebab sans frites, ça se mange. Sans frites, sans viande. Oui, sans frites, oui, c'est sans frites. Souvent, il y a une grosse part de prof qui est quand même. Il se dit dans quel traquenard on m'a invité. Je vais dire qu'un kebab sans frites. L'équilibre ne se fait pas au niveau d'un repas. Il se fait sur la semaine et puis voilà, vous rééquilibrez. Si la fois d'après c'est une ratatouille avec, je sais pas, du quinoa et puis ça ira bien aussi. Mais globalement, ça sera équilibré, non pas sur un repas, mais surtout. Enfin, il ne faut pas non plus rentrer dans cette psychose-là de dire que c'est tous les repas qui doivent être équilibrés. Absolument. Absolument. Ce qui n'est pas bien, c'est l'excès d'excès. C'est ça. On a le droit à des excès, c'est du bien au moral, mais pas l'excès d'excès, pas l'excès tous les jours. On remercie les Ferrandi, on les applaudit. Merci. Et c'était super bon ce que vous avez fait. Merci Anguien. Merci. Voilà, on se donne 5 minutes. Alors 5 minutes, ça veut dire on répond super rapidement. 5 minutes pour faire... Allez, on fait la cloche, voilà. C'est vous qui la faites. 5 minutes pour un vrai faux. Allez, donc on fait des réponses super brèves. Le petit déjeuner ne fait jamais grossir, ne fait pas grossir. C'est vrai, c'est pas vrai? Vrai. C'est vrai?
Ah bah, moi, je dirais faux. Hein. Viennoiserie, chocolat chaud. À Bon. partir du moment où on rééquilibre. Voilà. Voilà, donc ça dépend ce qu'on mange Ah, au mais moi petit j'allais déjeuner. dire ni l'un ni l'autre. Mais bon, Oui, voilà. Mais voilà. si, on n'a pas le Il choix. vaut mieux- C'est vrai, faux, quoi, en fait. Il faut manger léger le soir. Ouais, faux. Oui. Faux. Faux pour vous. Faux. Ah oui, Allez, on est pas d'accord. c'est bien, mais ils ne sont pas d'accord. On Allez, dort mieux. pourquoi vrai, pourquoi faux? Bah, déjà, on dort mieux. On dort mieux. Pourquoi faux? Parce que des fois, des personnes ont besoin de plus d'énergie le soir. Ça dépend des gens. Voilà. Comme il y en a qui prennent pas de petit déjeuner le Ouais, matin, et je suis ça leur pour- va très bien. Je suis pour les gens qui prennent pas de petit déjeuner s'ils en ont pas besoin. Mais voilà. C'est ça. Bon, donc Plutôt quand même léger le soir, parce que l'estomac, s'il est rempli, il peut y avoir des problèmes dans la nuit, de reflux, de choses Merci. comme on mange mieux en fait. Voilà. Pas de viande au dîner. Faux. Faux. Ok. Ça fait grossir. Alors, manger du pain fait grossir. Bah, faux. Ça dépend quel Ça pain. dépend ça. La quel pain, quantité, ce combien. qu'on met Voilà. sur le pain aussi. Voilà. hein. Ça Oui, dépend après, quel- ouais. voilà. C'est mais- sûr que- Donc le pain, on fait attention à la les farine, baguettes. les fameux thés. Hein. Oui. Donc plus le thé Oui, est, il y aura plus de est fibres. haut La et moins, glycémie, hein, c'est ça Ok. Il y a plus de minéraux, L'alcool il y a fait pas de- grossir. Ah bah oui. Oui. Ah oui. Oui. On est tous d'accord. L'alcool, il y a du sucre dedans et c'est très calorique. hein. Ouais, ouais. Pour perdre 5 kilos, C'est quoi, ben, c'est en 7 arrêtant, kilocalories pour Oui, ça l'alcool, ouais. c'est entre les calories du sucre et de la très, graisse. très C'est ça, souvent, entre les gens 4 et qui 9, arrêtent leur entre 4 et 9. consommation d'alcool pendant quelques temps perdent du poids. hein. Donc plus pour perdre du poids, il faut arrêter de boire. Je vais me mettre à boire Diminuer. pour Ouais. pouvoir m'arrêter. Les féculents font grossir. Faux, non, voilà, mais toutes les questions encore de Pareil. quantité, de ce qu'on met Quantité, dedans, mais de en théorie, raffinage faux. ou pas. Ouais. Ok. Les signes principaux d'une alimentation déséquilibrée, c'est de grossir ou de maigrir. C'est un bon indicateur quand même. C'est un bon C'est indicateur. un indicateur parmi Oui, d'autres. parmi d'autres. La cuisine vapeur, c'est l'idéal. Bah, faut aimer, hein, mais on va pas faire que ça, hein, sinon c'est pas drôle. Hein. Ça, c'est l'Alsacienne qui C'est parle. l'Alsacienne, oui. Non. Tout à Ouais, fait. bon. La choucroute à la vapeur, c'est pas terrible. Une question pour Odile. Ah, encore. Ah bah oui, encore. J'attends un enfant, enfin pas moi, mais c'est la question. Et je mange pour deux. Ah non, Ah, on on mange l'a pas entendu pour dire deux, ça, hein. effectivement. On mange pas pour deux, effectivement, quand on est enceinte. On a besoin effectivement d'un apport calorique supérieur. Mais c'est vrai que l'adage on mange pour deux, il est pas bon. Et il faut même faire attention à son alimentation hein, quand on Oui, est sur enceinte. plein de voilà, dans plein de domaines, en particulier, je disais par rapport aux perturbateurs. Hein. Alors, il faut boire avant ou pendant les repas. Quand Avant, on veut. pendant, après. De l'eau, hein. Ouais. De l'eau Oui, comme oui, on veut. Bon, pendant, oui, Quand on a- quand on veut, quand quand on on a a soif. envie. On a soif. Voilà, parce qu'il y en a qui disent il faut pas boire du tout pendant. Tout dépend de la problématique. Voilà, si on a tendance à souffrir de ballonnement, bon, c'est pas recommandé pendant le repas. Enfin, il y a vraiment des problématiques propres à chacun. Manger du chewing-gum, ça coupe la faim. Je sais pas. Je crois pas, non. Je Non. dirais plutôt faux. Hein. Ok. Ouais. C'est pas élégant. Fumer fait maigrir. Arrêter de fumer fait grossir. Oui. Et fumer-tu. Fumer augmente. Ça, c'est la suite. Fumer Mais, augmente le Mais ça dépend métabolisme. comment vous compensez. Il y en a qui compensent en faisant un peu plus de Mais sport. c'est pas ils ont seulement moins en de compensation. Hein. La nicotine en elle-même fait brûler des calories. Donc Oui, ils ça ont augmente même le fait- métabolisme de base, ouais. Si, ça joue quand même. Les boissons aux fruits peuvent m'apporter ma ration de fruits. Non. Oui, et puis quand il y en a 12 Ah, non, marqués, un verre, ça fait les 12 fruits. Dans, Oui, oui. dans un jus de fruits, vous n'avez pas les fibres. hein. Non. Donc, c'est pas du tout pareil que. D'ailleurs, l'OMS manger du recommande, fruit. en termes de fruits, de ne pas prendre plus d'un jus de fruits par jour. Parce que Et là, ça c'est fait trop. plus partie des recommandations en fruits puisque c'est parti, ça à fait. passait dans les Dans les boissons, boissons sucrées. dans les boissons. D'ailleurs, j'avais entendu sucrées. parler de cette notion matricielle des aliments. C'est-à-dire C'est qu'il ne ça. faut pas prendre une tomate, c'est pas comme de la poudre Ou du coulis, ou du, enfin, du voilà. coulis ou des choses comme ça. Il Non, faut mais, prendre des enfin, aliments là, bruts. On parlait En- du jus, ouais, c'est ça. Enfin, une pomme, c'est pas la même chose qu'une purée de pommes, c'est pas la même chose qu'un jus de pomme. Ouais. Le sucre roux est meilleur pour la santé que le sucre blanc. Pareil. Ouais, ils sont Hein, raffinés C'est les pareil. deux. Là, on est d'accord. Voilà, et le sucre, c'est pas terrible pour la santé, on l'a Voilà, dit. Ou dans ce cas, faut sucre, prendre du sucre quelle que soit complet. sa couleur, hein, c'est Ouais, pareil. le raspature- Ou du le- complet le qui va contenir un peu raspadural, plus de c'est fibres. pas Oui, mal, c'est oui, ça. c'est- Ou ils la sont pas mélasse, mal. ça va. ça. Alors, les protéines ne se trouvent que dans la viande, ça on l'a dit 10 000 fois pendant non. le truc. Alors, quelques questions par contre, quelques vrais faux sur le cancer. Éviter l'alcool pendant un traitement. Un traitement Une quand on est traité, chimio, une enfin, on chimio. parle du cancer. là. Probablement, mais un petit verre, si vraiment ça fait du bien pour le moral, pourquoi Ouais. pas. hein. Je suis bien On d'accord. parle du condamné. Je suis bien d'accord. Alors, je suis en surpoids, j'ai un cancer, je ne dois pas nécessairement maigrir pendant mon traitement. Non. Oui, non.
Non, Souvent. non, il n'y a pas lieu de... Surtout qu'en de général, changer. il y a plutôt de la dénutrition. hein, Enfin, à En la général, fin. quand on a un cancer, en Mm. traitement, on maigrit. Oui. On n'a pas à se préoccuper peut-être. La consommation de sucre favorise la croissance des tumeurs. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. In vitro, oui. Mais la Oui. tumeur, elle va trouver son sucre ailleurs, même si on le C'est ça. supprime complètement dans son alimentation. Alors là, on retombe sur une allégation qu'on entend souvent et dont on parlait tout à l'heure. Jeûner accroît l'efficacité de la chimiothérapie. C'est quelque chose qui se dit. Il y a des patients qui le pratiquent. On n'a pas de recul pour l'évaluer. Mais il est vrai qu'il y a des patients qui, avant leur chimio, jeûnent pendant 24 heures parce qu'ils se sentent mieux. Ils disent supporter mieux leur chimio. Pourquoi pas. Si eux, ils en font l'expérience, pourquoi pas? Eh bien, écoutez, je vous remercie de nous avoir éclairés. Voilà, la clochette.